Et bonsoir à tous nos auditeurs qui fidèlement nous suivent ici tous les lundis et le mercredi. Ici votre fidèle servante, Sister Sarah. Ce soir, nous allons encore avoir une émission très intéressante et je suis accompagnée chaque semaine par mes panélistes. Hein. Nous avons M. Kwasi Dungan, le pasteur Aka et M. Adjei. Nous avons aussi M. Ncho qui sont très souvent présents et qui nous aide à débattre des sujets que nous posons sur la table tous les lundis et tous les mercredis. Alors ce soir, nous sommes là, nous voulons quand même souhaiter une joyeuse fête de Pâques hein, à tout le monde, même si c'était hier dimanche de Pâques. Aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. Beaucoup de gens sont pas allés au travail. Malheureusement, chez nous, ici, il n'y a pas tout ça. On travaille, un point très. Voilà, vous êtes obligés de travailler parce que ce n'est pas vraiment une fête qui est très reconnue ici. Donc, c'est pas un sérieux. C'est juste une fête pour une communauté religieuse, les chrétiens. Et puis, bon, ça s'arrête là. N'oublions pas aussi qu'aujourd'hui, nous avons vu l'annonce du décès du pape, hein, le pape qui est décédé, après avoir, bien entendu, souhaité la bonne fête de Pâques à tous ces fidèles catholiques et qui a attiré sa révérence aujourd'hui. Nous ne parlons pas de religion, donc nous n'allons pas aller dans les détails. Tout ce que nous pouvons dire, c'est, on le dit souvent, que son âme repose en paix. On espère qu'il a eu le temps de faire la paix avec son sauveur et qu'arrivé là-bas, il sera récompensé et non pas puni. Voilà. Alors, ce soir, nous parlons du président Laurent Gbagbo. Je sais qu'il y en a qui vont déjà commencer à sourire, mais ça dit surtout parce que depuis qu'on a repris cette émission, on n'a pas encore fait consacrer une émission spéciale au président Laurent Gbagbo. Ce soir, nous voulons parler de ce grand leader politique de Côte d'Ivoire. Ce soir, nous voulons analyser le phénomène Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous connaissez la grosse cuvette Gbagbo, hein, qui est ressortie des placards et que chacun prend et qu'il badigeonne de pommade. Tous ceux qui n'ont pas encore compris le concept des vidéos TikTok où vous voyez des gens qui ont une grosse cuvette, il y a un monsieur qui nettoie sa cuvette et qui badigeonne ça avec de la pommade, eh bien, c'est parce que cette cuvette-là s'appelle Gbagbo. Donc, la dame aussi qui dit à son fils, porte mon Gbagbo et son fils s'appelle Alassane, c'est ça fait très rire, c'est très intéressant. Et le petit qui dit que Gbagbo est trop lourd pour lui, il faut que sa mère le porte. Voilà, donc une façon assez ironique pour montrer comment le président Laurent Gbagbo est devenu un os, mais un os tordu alors dans la gorge du président Alassane Ouattara. Il n'est pas seulement un os, mais il est un os qui est dans une position transversale et donc c'est difficile pour le président Ouattara de l'avaler. Vous savez, on peut faire les mandigances et les magouilles pendant longtemps, mais il y a un jour où Dieu nous dévoile et le temps est arrivé où les manigances et les manipulations du président Alassane Ouattara ne passent plus en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il ne sait pas quoi faire de M. Babou Laurent. D'ailleurs, Babou Laurent n'est pas le seul, mais c'est à lui que nous consacrons cette émission ce soir. Il y a aussi le président Tidjane Thiam qui inquiète le gouvernement en place. Et malgré toutes les gymnastiques qu'ils sont en train de faire, eh bien, le président Tidjane Thiam, lui aussi, avance tranquillement avec son parti derrière lui. Ce qui est déplorable d'ailleurs, c'est que dans ces derniers temps, on a commencé à manipuler certains suiveurs de Gbagbo, soi-disant supporters de Gbagbo, soi-disant opposants, qui aujourd'hui encore parlent du phénomène de nationalité, de père et de mère ou de non-père et de non-mère ivoirien. C'est vraiment déplorable parce que nous sommes en 2025 et donc les Ivoiriens, on a l'impression qu'ils n'ont pas encore compris, mais nous savons que les vrais Ivoiriens, ceux qui veulent le changement en Côte d'Ivoire, sont prêts justement à soutenir les leaders de leur choix pour enlever le pouvoir Ouattara au palais. Voilà, il faut le faire sortir du palais par les urnes. Alors, ce soir, nous parlons du président Laurent Gbagbo. Et pourquoi nous en parlons? Parce que nous avons assisté à un phénomène très effrayant, le phénomène qui s'est passé pendant son meeting à Dabou. Alors, ce meeting de Dabou est vraiment ce qui a sonné le glas pour le RDR. Parce que vous savez, depuis que le président Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire,
Il est allé dans certaines villes, il est allé à Beaunois où il a lancé l'appel, il a fait des meetings, je crois, à Yopougon, il a fait un peu un ou deux meetings quelque part en Côte d'Ivoire et les gens du RHDP, RDR, ont pris ça pour ironiser, pour se moquer, pour faire croire aux gens que le président Laurent Gbagbo est fini, qu'il n'est pas aimé, que les Ivoiriens ne veulent plus de lui. Et malheureusement, pour eux, hein, le président Laurent Gbagbo s'en va à Dabou et depuis le jeudi avant la manifestation, il n'y a plus de place. Bien qu'on leur ait refusé le stade de Dabou, et ils sont allés sur la terre d'un monsieur qui aimait Laurent Gbagbo, d'après ce qu'on nous a dit, qui a accepté d'offrir cette portion de forêt. On les a jetés en pâture aux serpents et aux scorpions. Et malheureusement pour eux, le RDA, donc, le meeting s'est bien passé. Déjà, depuis jeudi, on l'a vu, il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de route. Tout le monde était à Dabou. Ça a été vraiment un boom, voilà, comme on dit en Côte d'Ivoire, un bim pour le président Laurent Gbagbo qui est sorti et dont la sortie a effrayé le RDA de plus en plus. Alors, vous comprenez pourquoi monsieur, comment il s'appelle, Kubert est obligé de faire ce que dit le président Ouattara, donc de ne pas inscrire le président Gbagbo sur la liste. Et c'est un peu compliqué pour eux parce qu'ils se rendent compte que si Gbagbo est sur la liste, ça va chauffer. Si on met Gbagbo sur la liste, non seulement il va y avoir match, mais il va y avoir défaite de M. Ouattara. M. Ouattara va perdre le pouvoir. Ils le savent. C'est-à-dire que si les choses se passent clairement et qu'on ne triche pas avec tous les cadavres qui sont sur la liste, si on les enlève, si on organise une élection transparente, ils sont convaincus que M. Laurent Gbagbo peut gagner, M. Kylian Thiam peut gagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre tout en marche et tout en œuvre pour les écarter. Voilà pourquoi ce soir nous parlons de M. Laurent Gbagbo, parce que il vient de montrer à toute la Côte d'Ivoire et au monde entier surtout qu'il n'est pas fini. Il est toujours aimé par son peuple. En tout cas, pas une grande partie du peuple, bien que il y a aussi d'autres leaders qui sont aimés par leur peuple. Et la différence que nous marquons quand même, et nous voulons en parler aussi, c'est que quand on parle des supporters de M. Kylian Thiam ou de M. Laurent Gbagbo, ce sont les Ivoiriens. Vous savez pourquoi je dis les Ivoiriens? Parce que vous ne pouvez pas distinguer parmi ces gens qui sont derrière nos leaders des ethnies. Parce que quand vous les voyez, il y a les Baoulés, il y a les Bété, il y a les Sénoufos, et il y a les Koyaka, il y a les Bondoukoué, il y a les Oué, il y a toute la Côte d'Ivoire, les Atiers, les Abès, qui sont derrière nos leaders. C'est-à-dire que quand vous allez au MGC, vous avez toutes sortes d'Ivoiriens, vous allez aux EPS, toutes sortes d'Ivoiriens, si vous allez euh, au PPACI, c'est pareil, au PDCI, c'est pareil. C'est seulement au RDR, bien qu'on nous dise que c'est le RHTP et qu'il y a beaucoup de partis politiques, mais quand on arrive là-bas, on n'entend que des noms Dioula. On n'entend que des Fofana, des Mamadou, des Bakayoko. Et c'est quand même déplorable parce qu'on a l'impression que le RDR se limite seulement au nord. Voilà, donc c'est un peu ça. On va parler de M. Laurent Gbagbo. Et je voudrais savoir si M. Adjei est là ce soir. Il est là avec nous. Sister Sarah, il est là. Bonsoir, M. Adjei. Je salue le commandant. Je salue le pasteur Aka qui est déjà là. Bon, d'accord. Bonsoir, pasteur Aka. Oui, bonsoir, maman Sarah. Soyez bénis. Bonsoir, Voilà. M. Adjei. Amen. Bonsoir, M. Voilà. Bonsoir, Bonsoir, M. Kwasi Nouga. L'équipe est au complet. J'aime ça. Bonne arrivée. Bonne arrivée à vous tous. Je sais que ce soir, on va parler de votre favori. En fait, Laurent Gbagbo, c'est l'Ivoirien. Il n'y a pas de doute sur sa nationalité. Laurent Gbagbo, c'est le panafricain. On ne peut pas le manipuler. Les Européens ont des problèmes avec lui. Voilà pourquoi on l'a enlevé au pouvoir. On va parler de Dabou, mes chers panélistes. Et je voudrais commencer avec M. Adjei parce que vous le savez, M. Adjei, tous ces débats tombent toujours sur Laurent Gbagbo. Si on parle de Thiam, on finit par Laurent Gbagbo. On parle de Ouattara, on finit par... Alors, M. Adjei, bonsoir.
Le Dabou, c'était un grand phénomène. C'était quoi le week-end dernier où c'est passé déjà? Les jours passent tellement vite. Et voilà. Voilà. C'était le 11 avril, n'est-ce pas? Yeah, 11-12, yeah. Voilà, 11-12. C'est un jour mémorable aussi. Hein. C'est le jour où le président Laurent Gbagbo a été arrêté, n'est-ce pas? Voilà. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que cette manifestation vous a fait ressentir? Voilà. J'ai vu un peu ce qui s'est passé à Dabou et j'ai compris que la plupart des Ivoiriens étaient en joie parce qu'ils ont longtemps pleuré, ils étaient longtemps attristés depuis la crise de 2011 avec le traitement que Gbagbo a vécu jusqu'à la haie. En tout cas, les Ivoiriens avaient grossi le cœur. Mais avec l'arrivée de Gbagbo, ils ont retrouvé cette lueur-là d'espoir. Et donc, Dabo était un lieu de rassemblement, un lieu de défoulement. Et l'ennemi, voyant cela, a pris des précautions de les jeter en brousse. C'est dommage que les gens agissent comme ça, mais ce sont des signes qui nous disent que ces gens-là, ils veulent vivre en Côte d'Ivoire sans les vrais Ivoiriens. En dehors d'eux, personne n'a plus le droit d'être heureux, d'être content, de se réunir et de parler à son entourage. C'est dommage. Mais les Ivoiriens nous ont démontré encore une fois de plus que Laurent Gbagbo est dans leur cœur et que c'est vivant qu'on doit se célébrer, vivant qu'on doit s'aimer. Et donc, c'est ce que moi, j'ai vu à Dabou. Je m'arrête là. Alors, si je vous demandais de vous mettre à la place du président Laurent Gbagbo avec tout ce qu'il a souffert, ce fameux 11 avril, on arrive au 12 avril, si vous étiez à la place de Laurent Gbagbo, à votre avis, quel genre de sentiments il traverserait? Vengeance, résistance, désir de prouver au monde entier qu'il est plus fort que Ouattara, à votre avis? Alors, si j'étais à la place de Laurent Gbagbo, avec ce que j'ai vécu, que j'avais vécu, le traitement que j'avais vécu depuis Korogo jusqu'à La Haye, quand je revenais en Côte d'Ivoire, je ne serais jamais allé voir Ouattara Pourri avec lui. Ça, c'est mon caractère, ça, c'est moi, mon caractère. Parce que je suis un peu certaines règles bibliques, il ne faut pas prêter son flanc à l'ennemi. Il faut lire les gestes. Celui qui t'aime ne peut pas te traiter ainsi. Donc, si j'ai traversé toutes ces choses, si il m'a traité ainsi, ça veut dire qu'il cherche même à m'éliminer, il doit me mettre à l'écart de lui. Ce serait mon comportement. Et ce qui m'a énervé, bon, tout le monde était content quand Gbagbo allait voir Ouattara la première fois, mais la deuxième fois, quand il est parti à le président Dédié, j'ai encore cela sur le cœur. Je suis en colère. Surtout quand Ouattara lui a dit, le Benjamin va lire la déclaration. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir, mais Gbagbo, c'est quelle déclaration tu as lui-même? Et ça nous a amené où? Donc, voilà un peu mon caractère. Mais je vais finir par ce petit point-là. Quand Dieu te fait traverser par cette souffrance-là et que tu es maintenant dans les 1 mètre carré de la prison, Dieu te visite et il transforme ton cœur. Et tu viens maintenant et tu pardonnes. C'est à ce niveau-là que Gbagbo est. Mais ce que je vous ai dit au préalable, je le dis selon mon caractère cru, sans visitation de Dieu. Peut-être qu'à la fin, Dieu pourrait me visiter et changer mon cœur pour agir comme Gbagbo. Je m'arrête là. D'accord. Vous pensez que Gbagbo est un homme un peu trop conciliant, pardonne un peu trop vite, il n'y a pas de problème, mais en fait, c'est peut-être ça qui a fait aussi qu'il allait à la CPI et qui a fait qu'il a accepté que M. Alassane Ouattara soit sur la liste électorale. Alors, je vais aller vers M. Kwasi Bouba. Une seconde de point sur ça, pour cette question. Oui, oui.
Il faut dire que Laurent Gbagbo se comporte comme un chef de famille dans sa maison, avec ses enfants, sa femme, ses cousins et neveux. Tu es dans ta maison, tu es le chef de famille. Quel que soit ce qui se passe, tu dois être doux. Tu dois pas t'énerver. C'est comme ça que Laurent Gbagbo se comporte. Donc, maintenant, en tant que chef d'État, bon, il pense qu'il est celui. Bon, il va s'inquiéter de quoi? Le pouvoir, bon, on l'a pour un moment, et puis après, on finit son mandat et puis on s'écarte. Mais c'est eux qui sont ce qu'ils sont. Ils n'ont pas voulu le laisser, il ne fait qu'un mandat. Vous voyez, Gbagbo, c'est sa nature. Il est doux, il est humain, et il se comporte comme un vrai être humain. Il n'est pas méchant. Voilà ce que je voulais préciser. D'accord. Alors, le Sénégal, bonsoir. Oui, allez-y avec Pasteur Aka, je vais prendre après. D'accord. Merci. D'accord. Bonsoir, Pasteur Aka. Oui, bonsoir. Phénomène Gbagbo en Côte d'Ivoire, hein. Allez-y, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, merci. Hein. Il faut voir le phénomène Gbagbo, je dirais, sur 3 points. Mhm. Le premier point, c'était avant qu'il soit au pouvoir. Mhm. Parce que avant qu'il soit au pouvoir, bon, peut-être qu'il y a aussi l'âge. Je voyais en ce Gbagbo-là un homme charismatique, un homme de rigueur, un homme intègre, patriotique, qui voulait vraiment du bien pour la Côte d'Ivoire. Mhm. Parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans les années 1980, bon, tout longtemps, à Port-Louis. Et le deuxième personnage que je vois aujourd'hui, c'est Gbagbo en tant que président de la République. Mhm. Gbagbo en tant que président de la République, j'ai vu en lui plutôt un homme qui a géré la Côte d'Ivoire, pas en tant qu'un leader présidentiel, mais en tant qu'un syndicaliste. Vous voyez, parce que gérer un syndicat ou gérer un parti politique ou même gérer une organisation est différent de gérer un pays. Et le troisième personnage, c'est aujourd'hui Gbagbo en tant qu'opposant. Je vois en lui quelqu'un qui a de l'amertume par rapport à tout ce qu'il a suivi et qui peut-être n'exprime pas par orgueil un regret de certains actes ou de certaines négligences qu'il a posées. Mais je vois en lui un opposant qui veut venir pour réparer certainement certaines erreurs. Donc, pour conclure sur ces 3 points, le personnage Gbagbo, c'est vrai, historiquement, dans la politique, est une référence de courage, est une référence de sacrifice, qui a de bonnes idées par rapport qui a de bonnes intentions, mais qui, dans la pratique de ses idées, dans la pratique de ses intentions, dans la pratique de sa volonté, n'est pas concret, n'est pas actif. Et ça, sur le plan du leadership, personnellement, ça me pose un problème. Parce que la carrure qu'il présente est une carrure de syndicaliste. Je ne vois pas aujourd'hui en lui un président de la République.
Je vois en lui un syndicaliste, un leader, qui peut conduire toute une foule, qui peut conduire toute une organisation, qui peut conduire tout un mouvement, mais politiquement, il est limité. Ça, c'est mon avis. Voilà. Mhm. Alors, le phénomène... Et pourquoi il est limité? Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment? Je demande... En quoi est-ce qu'il est limité? Un instant, M. Dunga, je pense que vous allez lui poser la question tout à l'heure. Parce que vous n'avez pas parlé de l'aspect d'Abou, ce qui s'est passé à Dabou, des centaines de milliers de personnes qui se sont déplacées. Qu'est-ce que ça donne comme message pour tous ceux qui... Oui, il faut dire que le déplacement de Dabou est un message au pouvoir. C'est un message pour exprimer au pouvoir actuel. Nous sommes fatigués de vous. Le déplacement de Babou est l'expression de la volonté du peuple qui veut un changement. Pas forcément que ce changement soit le président Babou. Parce que ce que le pouvoir n'a pas encore compris, en voulant rendre la tâche difficile à l'opposition, en voulant rendre la tâche difficile même au président Babou, elle se discrédite. Parce que le lieu même qui a été autorisé, il y a eu même peut-être des révélants des cadavres qui étaient réveillés, qui sont partis là-bas. Moi, j'ai écouté des témoignages de certaines personnes qui disent, mais ils ont vu des morts qui étaient là-bas. Donc, et quand on regarde l'histoire du peuple Krou, à Djoukrou, parce que Abou, c'est quand même une ville qui est à côté de la capitale, Abidjan, et fait partie de la grande famille des Akans. Voilà. Et donc, qui est l'une des plus grandes régions des grands ponts. Donc, Dabou est symbolique. Et j'aurais plutôt souhaité que le gouvernement facilite ce meeting-là, en leur donnant peut-être même le stade de Fobani. Mais tout ce que Dieu fait, bon, peut-être que le stade de Fobani, peut-être le terrain de Dabou, même peut-être n'avait pas contenu tout ce monde-là. Mais pour résumer, ça a été un bon meeting. Mais au moins, c'était l'expression de l'amertume du peuple pour dire au pouvoir, écoutez, vous avez fait 3 mandats, thank you, on veut un changement. D'accord. Alors, monsieur Dunga vous a posé la question par rapport à, vous avez dit qu'il est limité. Il veut savoir en quoi est-ce que M. Laurent Gbagbo est limité. Oui, M. Laurent Gbagbo est limité parce que pendant la gestion de son pouvoir, il y a eu d'avoir un manque de diplomatie. Je dis il est limité parce que pour avoir été opposant à Houphouët-Boigny, ce qui était une bonne chose pendant 30 ans, et qui est resté au pouvoir pendant 30 ans, qui t'a même coûté de l'exil en tant qu'historien, quelqu'un qui étudie la politique, quand on vient au pouvoir, on ne joue pas avec le pouvoir. Donc, pour moi, il est limité dans la fermeté de certaines décisions. Parce que... Attendez, vous parlez de ses limites par rapport à sa gestion passée ou par rapport à sa candidature d'aujourd'hui? Non, la candidature d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais parce qu'ils sont pas de la personne du président Gbagbo. Donc, je parle de lui en tant que personne. D'accord. Voilà, parce que le président Gbagbo, M. Agueil l'a bien décrit. C'est un homme qui a un cœur, qui pardonne, machin. Non, en politique, il faut être radical dans certaines décisions. Il faut être ferme dans certaines décisions. Oh, le président Gbagbo peut prendre des décisions, mais quand les gens vont venir à côté, non, tu sais, machin, il va laisser tomber. Et en laissant tomber, ça crée des problèmes. Donc, c'est pour ça que je parle de limites dans la rigueur, autorité, dans les actions, dans les prises de décision, dans la fermeté. Voilà, c'est dans ça que je vais dire. Donc, alors, à votre avis, si M. Laurent Gbagbo est réélu, d'ailleurs maintenant qu'il est vieux, parce que là, quand il était au pouvoir, avec tout ce que vous décrivez,
il était encore jeune et lucide. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, s'il reprend le pouvoir, ça sera pire ou bien ça sera mieux après tout ce qu'il a vécu? Bon, que la volonté de Dieu soit faite. Si c'est la volonté de Dieu qu'il reprend le pouvoir, il va reprendre le pouvoir, mais il faut que ceux qui sont autour de lui puissent exprimer la volonté du peuple. Parce que aujourd'hui, le président Gbagbo, bon, avec l'âge, c'est vrai qu'il a encore des idées. Il n'a plus, après avoir passé 8 ans dans les barreaux, ce n'est plus le même charisme. Mais l'idée est là, l'idéologie, elle est là. Maintenant, il faut que ceux qui seront autour de lui, les gens qu'il va choisir, soient des personnes charismatiques, internes, qui pourront interpréter ou appliquer sur le terrain les idées qu'il a. Voilà. C'est ça. Mais si j'avais à voter aujourd'hui, si j'avais à voter aujourd'hui, je préfère voter une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec cette classe politique. D'accord. Monsieur Doua, bonsoir. Est-ce que monsieur Doua... Oui, Maman Sarah. Oui, Maman Sarah, merci. Merci à tout le monde, merci aux panélistes, merci à tous nos auditeurs déjà que je suis dans le pasteur Aka dit qu'il préfère une nouvelle personne, je peux lui donner, comment ça s'appelle, ce qui tue là. Mais dire que M. Laurent Gbagbo, bon, d'abord, il est vieux, et puis, il est quoi? Il est léger, tout ça, la limité, je pense que ce n'est pas vrai dire. Actuellement, si on prend Laurent Gbagbo en 2000, on peut lui, comment ça s'appelle, faire ce procès après 2011. Mais aujourd'hui, on ne peut plus lui faire ce procès-là parce que je pense que Laurent Gbagbo de présidence. À 12 ans, j'ai demandé à mon papa, moi, je vais aller faire école de présidence. Il dit non, il n'y a pas école de président. Diriger un pays, un État, ce n'est pas facile. La question a été posée à M. Georges Poul. Vous savez que M. Georges Poul, c'est un nulard. Il ne connaît absolument rien. Il a fait jusqu'à il est arrivé où il est. Alors, quand il est devenu Espagne, on lui a posé une question pour savoir, mais est-ce que vous êtes prêt à diriger le pays le premier jour de votre élection? Il a dit oui, il n'y a pas d'école pour être président, mais il est déjà prêt. Le président Donald Trump a fait une remarque lorsqu'il a été élu au comment s'appelle, pour son deuxième mandat. Il disait que lorsqu'il était président, pour le premier mandat, il était novice. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas, beaucoup de choses qu'il ne savait pas. Donc, les gens lui faisaient faire des choses que lui n'était pas d'accord, mais comme il était novice, il était obligé d'accepter. C'est-à-dire, les gens lui faisaient faire des bêtises, quoi. Mais après ce premier mandat et qu'aujourd'hui, son deuxième mandat, il est un homme préparé. Donc, aujourd'hui, je pense que M. Laurent Gbagbo ne peut plus répéter les mêmes erreurs, parce que celui qui répète ces mêmes erreurs, c'est il. Et M. Laurent Gbagbo est loin d'être un imbécile. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a géré le pays comme un père de famille. Je pense qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Je pense qu'il reconnaît ses erreurs. Je pense qu'il a appris beaucoup. Et si vous voyez que le président Laurent Gbagbo actuellement, il y a certaines personnes qui ne veulent plus fréquenter, je pense qu'il a appris beaucoup et je pense qu'il est aujourd'hui mieux préparé quiconque, même des nouveaux présidents. Parce que les nouveaux présidents, une nouvelle personne qui va venir, ce sera les mêmes choses. Tant que tu n'es pas devenu président d'un pays,
tu ne connais pas la profondeur, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Il y a ce que nous voyons superficiellement et il y a ce qui est de profondeur et de la forme. On voit la forme, mais on ne voit pas ce qui est au fond là-bas. Donc, je pense que M. Laurent Gbagbo est très bien produit pour pouvoir être peut-être le meilleur président qu'on attendait et qu'aujourd'hui, l'engouement est très grand pour lui parce que Gbagbo, hein, c'est un phénomène. Il a fait prison des Noirs, il a vaincu la prison des Noirs, il a vaincu la prison des Blancs. Je pense que M. Laurent Gbagbo, bon, son âge, je dis que son âge n'a aucun problème parce que même aux États-Unis, il y a eu des jeunes qui étaient en compétition, mais aucun jeune n'a été retenu. C'est un vieux aujourd'hui qui nous gouverne, le plus vieux président des États-Unis qui nous gouverne. M. Dramane Ouattara qui est là, qui veut briguer un quatrième mandat, est plus vieux que Laurent Gbagbo. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que le président Laurent Gbagbo a appris beaucoup de ses études et il a appris beaucoup. Pour moi, il a fait l'école de présidence, c'est 10 ans passés à la tête du pouvoir, qui peut être un bon président et les Ivoiriens seront satisfaits des attentes dont on attend de lui. Merci. Alors, par rapport à Dabou, qu'est-ce qu'on peut tirer de la réunion de Dabou? Est-ce que cela veut dire que le président Laurent Gbagbo est plus fort que jamais ou bien c'est juste un meeting, les gens sont allés parce qu'ils avaient envie de se balader? Oui, il faut comprendre ça sur plusieurs angles. Vous savez, aujourd'hui, bon, Dramane Ouattara est vomi, hein, il est vomi. Hein, c'est comme quand vous avez ténia dans votre ventre et quand vous allez chier, un morceau tombe et il y a encore toujours la tête qui est là-bas. Jusqu'à ce que vous allez chier, et puis un jour, sa tête va tomber. C'est ce que Dramane est. Aujourd'hui, Dramane Ouattara est complètement disloqué, déboulonné. Les boulons ne s'arrachent pas facilement. C'est déboulonné, ça fait comme quand vous avez une vieille voiture, là. Hein? Tous les torquilles, toutes les rotures font croc. Alors, si tu ne changes pas, un jour, ça va te lasser sur la route. C'est ce que Dramane Ouattara est aujourd'hui. Deuxièmement, le problème de Thiam, avec toutes ces allucubrations qu'il a fait de nationalité, il a été très léger dans la gestion de sa nationalité, on essaie de le défendre. Donc tout ça là, c'est que ça décourage beaucoup de personnes et certains disent, ah, mais on a déjà un vieux qui est là, qui nous a déjà dirigé, il n'a pas été le meilleur des présidents, mais quand même il a été un bon président. Il n'a aucun problème de tout ce qu'on dit là, alors pourquoi ne pas se rabattre sur lui? Donc, vous voyez, l'engouement encore renaît, la confiance renaît. Et Gbagbo, c'est le phénomène de la Côte d'Ivoire, hein? C'est le phénomène de la Côte d'Ivoire. Il a vaincu Houphouët-Boigny, il a vaincu la communauté internationale. Et aujourd'hui, on pense que M. Laurent Gbagbo ferait mieux que quiconque. Merci. C'est ce qui a provoqué la vague. Vous ne pensez pas aussi que ces rumeurs ou bien cette manipulation qu'on a utilisée par rapport au patronyme de M. Tidjane Thiam est en train de lui jouer un sale tour, puisque pour beaucoup d'Ivoiriens, ils considèrent que M. Ouattara, ayant fait tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, il serait mieux de prendre un vrai Ivoirien. Et souvent, vous entendez des gens dire que Tidjane Thiam n'est pas Ivoirien, de père et de mère. Est-ce que cette manipulation-là n'est pas en train de faire à M. Tidjane Thiam ce qu'elle avait fait à M. Ouattara à l'époque? Dramane Ouattara, tout le monde savait que c'est un étranger. Ça, tout le monde le savait. Houphouët-Boigny a beau mentir, Bédi a beau mentir, Forogo a beau mentir. Au début, quand il était Premier ministre, ils ont beau mentir sur lui, mais Dramane Ouattara, tout le monde sait que c'est un étranger. Deuxièmement, le cas de M. Tidjane, c'est un peu différent parce que lui, au moins, il a une mère étrangère, une mère ivoirienne. Ça change un peu les choses. Donc, aujourd'hui, les gens veulent utiliser, parce que quel est le problème de Dramane Ouattara? C'est-à-dire éliminer les candidats et montrer à l'Europe qu'il n'y a pas d'autres candidats sérieux si ce n'est pas lui seul. Gbagbo est déjà éliminé de la course. Donc, pour lui, c'est un truc qui est consommé. Donc, il faut venir éliminer Tidjane Thiam. Surtout que
il a le nom de son père. Il a le nom de son père. Et quand tu entends Tidiane Tchèque Thiam, ça ne sonne même pas un peu un Kofi, un Kwasi, on dit ça maman Baoulé. Donc tout ça là, ça rend dubitatif les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Alors, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que vraiment, on ne peut plus avoir d'Ivoiriens pour être président en Côte d'Ivoire, un vrai Ivoirien, plus récent. On ne peut plus avoir ça en Côte d'Ivoire. Donc, tout ça là joue en faveur du président Laurent Gbagbo. Ça, je vous le dis, ça joue beaucoup en faveur de Laurent Gbagbo. Merci. Alors, M. Gueye, vous avez entendu, hein, M. Laurent Gbagbo a le vent en poupe là actuellement parce que, et c'est dommage d'ailleurs, parce que je sais que dans vos milieux là-bas, M. Gueye, vous êtes en train de jouer la carte de la xénophobie contre M. Tidiane Thiam, parce que je parle beaucoup avec les supporters de M. Laurent Gbagbo hors des antennes, et ce que j'entends parfois, ça me choque parce que beaucoup parmi vous disent que M. Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Sa mère est la nièce de l'épouse du président Ouattara, du président Houphouët-Boigny, et elle était venue en Côte d'Ivoire pour aider sa tante, et c'est ici que le père de Tidiane Thiam l'a rencontré, et c'est ici qu'il l'a épousé. Donc, en fait, Tidiane Thiam n'est ni de père, ni de mère ivoirien. Voilà. Et on entend ça beaucoup dans vos milieux. Est-ce que vous n'êtes pas encore en train de semer la carte de la division de la Côte d'Ivoire, M. Adjei? Merci, Sylvia, pour cette question. Vous savez, Dieu m'a fait grâce d'embrasser les droits de l'homme et j'ai eu un certificat de consultant. Et donc, il y a des principes sur lesquels je ne badine pas trop, tels que l'histoire de nationalité, parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, me voici ici aujourd'hui aux États-Unis, je suis américain, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire est ivoirien, donc je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je ne parle jamais du problème d'ivoirité de Tidiane Thiam parce qu'il est libre de choisir la nationalité ivoirienne. D'abord, très petit, on l'a connu en Côte d'Ivoire, il a fréquenté en Côte d'Ivoire, donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ceux qui ont des problèmes avec ça, c'est les gens du RADP. Il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour sur les antennes que Tidiane Thiam transporte des casseroles. Mais je vais dire à cette personne que Tidiane Thiam transporte des casseroles, il y a des gens qui transportent des cuisines entières. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. La nationalité n'est pas un problème. Si on a un système juridique dans le pays qui peut lire entre les lignes pour accepter que celui qui a les capacités de se présenter, qui nous dit qu'il peut respecter notre constitution, moi, je n'ai pas de problème avec ça, M. Farah. D'accord, merci. Alors, Pasteur Aka, la question, je l'envoie vers vous, et puis ensuite, après Pasteur Aka, Monsieur Dou. Conference locked. J'espère que vous en avez. Conference unlocked. C'est de M. Laurent Gbagbo qui aujourd'hui parle contre la nationalité des Thiam. Bon, vous savez, excusez-moi, le problème de la nationalité de M. Tidiane Thiam, c'est parce que lui-même, il a mal géré le problème. Il a mal présenté le problème. Hormis les origines de son nom, personne ne pouvait s'imaginer qu'il portait encore en lui les germes de la nationalité française. On sait que c'est un fonctionnaire international qui a travaillé dans les grandes institutions. On sait que c'est parti des petits-fils de Houphouët-Boigny. On sait qu'il a servi la Côte d'Ivoire, il a fréquenté la Côte d'Ivoire. La preuve en est, il a un passeport ivoirien, il a un casier judiciaire ivoirien, il a un certificat de nationalité, ce qui l'a permis d'être inscrit sur la liste électorale. Donc,
peut-être que c'est bien que ce problème soit sorti à temps pour l'interpeller lui-même, mais moi je pense que c'est un problème qu'il pouvait le régler même dans le silence, dans la douceur, sans même que cela fasse même vent sur les toits, sur le public et tout ça. Mais ça a été très mal géré, bon, Dieu merci. Aujourd'hui, c'est réglé. Mais ce que les Ivoiriens pensent, en général, c'est ce que moi-même je regarde. Je ne doute pas qu'il soit né Ivoirien. Mais vous voyez, la crise que nous avons vécue avec le président Ouattara, c'est les mêmes effets qui sont en train de tourner autour de la personne du président Tiam. C'est les mêmes scénarios. Et quand je regarde son profil sur le plan du système international, je vois un président Ouattara bis. Le seul malheur qu'il ne soit pas au RHDP. S'il était au RHDP, ce problème-là n'allait même pas se faire sentir. Donc, quand on regarde l'image politique, ce que nous avons traversé en 2010, 2011, 2012, avec les revendications du président Ouattara et tout ça, mais nous disons, mais attends, vaut mieux, c'est comme vous l'avez dit, c'est ce qui donne une bonne position au président Gbagbo. Parce qu'au moins, lui, c'est le Oudi. On sait qui il est. On sait qu'il a commis des erreurs, on sait qu'il a fait des fautes. Mais que les gens parlent de xénophobie, pas ça, c'est leur problème. Moi, je dis, ceux qui parlent de xénophobie, tout ça, ils n'ont rien dans leur tête. Chaque nation a un peuple. On ne peut pas exclure les Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Quand on nous traite de xénophobes, c'est notre droit, c'est notre pays. Ça, il faut que les gens le reconnaissent. Les gens sont en France, aux États-Unis, en Europe. Mais écoutez, chez nous, les amis, on dit Ekoatin, Niaouzi. C'est-à-dire, quand tu vas en voyage là, il faut que tu regardes directement. Nous tous, nous sommes allés en voyage. Mais vous pensez que moi, je vais rejeter ma région de Kringabo? Jamais je vais rejeter ma région de Kringabo. Toi, me demande, je dis, je suis l'enfant de Kringabo. Je viens de Kringabo. Je viens de la Côte d'Ivoire. Même si je peux parler 3, 4, 5 langues, mais mes origines, je ne peux jamais renier mes origines. Donc, que les gens disent les mêmes choses, il nous faut ça, c'est le problème. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit enseigner à nos enfants. On doit enseigner dans nos écoles. Vous êtes Ivoiriens. C'est ça le patriotisme. Il faut défendre la nation. Les Américains défendent leur nation. Les Français défendent leur pays. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Donc, vous voyez, la présence de M. Tidiane Tiam, sur le plan technique, personnalité, les gens n'ont pas de problème sur les compétences. Mais cette crise que nous avons vécue, avec le président Ouattara, où il y a eu problème de nationalité, il y a eu des débats, conseil national de réconciliation, il y a eu candidat par dérivé, candidat par exception, décret, tout ça là, on veut plus, on veut des candidats où il n'y a aucun doute sur les personnalités. C'est-à-dire, même s'il a pris une nationalité dans un autre pays avant, mais au moins quand on regarde son origine là, la racine de ses origines là, on dit oui, ça c'est un enfant ouais, ça c'est un enfant guéri, ça c'est un enfant baboué, ça c'est un enfant Agni, ça c'est un enfant Poulongo, ça c'est un enfant Adiga, ça c'est un enfant Atié. Quand on regarde la profondeur de ses origines. Mais si on doit regarder, on dit ça là, ça tient un peu sur le Malien, ça tient un peu sur le Burkinabé, ça tient un peu sur le Sénégalais. Ouais, tout ça, ça nous fatigue. C'est pour cela que les gens sont un peu réservés à soutenir, les yeux fermés, les étudiants Tiam.
les gens des réserves. Parce que c'est les mêmes profils, les mêmes scénarios avec le président Ouattara. C'est la même chose. Et voilà où ça nous a conduit. Ouais, donc, cela donne une bonne position au président d'abord. Mais comme je l'ai dit, s'il y a une nouvelle personne, j'ai opté pour cette nouvelle personne. En tout cas, en dehors de tout ce que je vois maintenant là, qui Voici est la nouvelle personne. là. Moi-même, j'ai En tout cas, dans je mon crois que c'est parce que vous hésitez. Non, il faut être franc, hein. Vouloir, c'est pouvoir. C'est parce que vous hésitez. Vous êtes un intellectuel, vous êtes un homme politique, vous avez de l'expérience. Quand on vous écoute, on sait que vous avez les capacités. Il faut vouloir. Ça ne coûte rien. On a mis ça dans la même outil, on attend. Nous sommes prêts à vous accompagner. Donc, il faut vouloir. Vous nous dites. Voilà, si c'est pour cotiser, Merci, pour vous. Voilà. Merci. Merci, Pataka. Alors, avant que j'aille vers M. Kwanti Dunga, il y a Jacques qui veut faire un point, Jacques. Ah, j'ai réveillé le commandant. Hein. Oui, Jacques. Jacques? Oui, allô, est-ce que vous m'entendez, sister? Vous m'entendez là? Votre voix est un peu basse. Mettez un peu le volume. D'accord. Voilà, j'espère que vous m'entendez mieux. Voilà. Nous vous attendons très bien. Allez-y, Jacques. Non, mais enfin, d'abord, je profite pour dire bonsoir à tous ceux qui sont en ligne et surtout un grand yaku aussi à M. Laurent Agueyi pour le décès de maman Agueyi. Voilà. Alors, j'ai écouté tout le monde, hein, et les arguments que les uns et les autres émettent, ils ont parfaitement raison. Le point de M. Kwasi Bidougan, je comprends, même le pasteur Aka, que je comprends aussi votre position, et puis Agueyi aussi que je comprends. Mais moi, la question quand je discute avec les gens, je leur demande de se poser cette question, quoi. Qui est au pouvoir? C'est le RHTP. Qui organise les élections? C'est le RHTP. Qui contrôle la CEI? C'est le RHTP. Qu'on le veuille ou pas, M. Alassane Draman Ouattara, c'est encore le maître de l'ordre. Et s'il n'y a pas réellement une mobilisation pour le faire partir, ça sera difficile. Il y aura toujours des moyens pour diviser et puis pour rester. Nous savons qu'il a toujours été fort dans cette affaire. Au niveau du RDR, ils s'en foutent. Avec son péril, on triomphe sans gloire. Eux, ils triomphent avec gloire dans la médiocrité. Si aujourd'hui, une seule personne s'en va voter Ouattara, il est président et ils vont utiliser ça pour mater qui de droit pour rester au pouvoir. Ils ont été clairs que s'ils perdent le pouvoir, ils vont en exil. Ils n'ont pas besoin d'aller en exil. Dès lors, ça devient une affaire de vie ou de mort. Maintenant, si on ne comprend pas ça, qu'on est en train de raisonner encore comme si on était dans une situation de démocratie, c'est qu'on n'a pratiquement pas compris ce qui est en train de se passer. La question que je pose aux autres, après avoir dit tout ce que j'ai dit là, qui se fera, vous voyez Alassane Draman Ouattara organiser des élections et puis faire une passation de pouvoir à Laurent Gbagbo, sans qu'il y ait des morts ou bien même cacophonie dans ce pays. C'est vraiment, vous le pensez? Ce qui veut dire que si on accepte une victoire de Laurent Gbagbo, il a de fortes chances, Laurent Gbagbo, sur la liste électorale, il y a de fortes chances qu'il gagne. Et vous voyez Laurent Alassane Ouattara et le RDR organiser des élections et puis céder le pouvoir à Laurent Gbagbo. Des fois, on a obligé quand même au moins d'analyser tout ça. Comment ça s'est passé au niveau du Sénégal? Pour éviter qu'il y ait des cafouillages, l'autre a décidé de céder sa place à son numéro 2 pour aller aux élections parce que réellement, la finalité, c'est de faire partie Macky Sall. Donc, on essaie de faire partie Macky Sall.
qui peut faire partie Ouattara aujourd'hui? Je crois que c'est la question que nous devons nous poser. Et je le dis le plus souvent. Fait partie Ouattara là, même si c'est Sister Sarah qu'on met là, Sister Sarah sera comme une transition. On va fixer les règles du jeu à Sister Sarah pour que la Côte d'Ivoire ne soit plus une Côte d'Ivoire comme sous Ouattara. Donc, dès lors, focalisons-nous sur ça. On peut mettre le débat Ouattara et le faire partie. Mais si on commence à engager les débats comme on a engagé en 2000 et en 2010, là, Ouattara sera encore au pouvoir. Voilà. Oui, mais le grand problème que nous avons avec ce que vous dites, c'est que pour nous, la jeunesse, nous, c'est ce que nous voulons. La plupart des Ivoiriens, c'est ce qu'ils veulent. Mais avec le PPACI, ils ont un problème de temps. Le Laurent Gbagbo n'a plus de temps. Et donc, quand les Ivoiriens disent que l'essentiel, c'est de faire partie M. Tidjane Thiam, eh bien, pour eux, ce n'est pas vraiment l'essentiel. Parce que pour eux, Gbagbo Laurent ne sera plus capable d'être président, même si à la limite d'âge qui a été enlevé. Dans 5 ans, Laurent Gbagbo aura quoi, 85 ans, 83 ans, etc. Donc, ils savent, eux, c'est leur dernière carte. Le Tidjane Thiam peut être encore candidat dans 5 ans. Mais les autres n'ont pas cette dernière carte à jouer. Donc, ils sont aussi désespérés que M. Alassane Ouattara, voilà ce qui rend le jeu politique en Côte d'Ivoire très dangereux en ce moment parce que ils sont obligés de jouer la carte de l'individualité au moment où on a besoin d'être en groupe. Parce que pour eux, il ne s'agit pas que quelqu'un enlève Ouattara. Pour eux, il s'agit que M. Laurent Gbagbo enlève Ouattara. Si ce n'est pas Gbagbo, ça ne sera pas ça. Comment est-ce qu'on peut Mais ils n'ont continuer encore rien compris, si c'est ça. Ils n'ont encore rien compris. C'est pourquoi Ouattara, c'est à cause de même que Ouattara est encore au pouvoir. Vous comprenez? C'est qu'ils n'ont encore rien compris. Il ne s'agit pas de maintenir Laurent Gbagbo là. Laurent Gbagbo n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Il a déjà dirigé le pays pendant 10 ans. Il a un bilan. La présidence, ce n'est pas l'apprentissage, forcément. Hein. Tu as fait ton temps. Qui a échoué avec une guerre, même s'il y avait eu des bonnes actions, mais il y a eu une guerre qui a divisé le pays avec tout ce qui est comme mort, avec tout ce que nous vivons. Dès lors, venir penser encore qu'il faut forcément mettre Laurent Gbagbo, même s'il doit y avoir encore des morts, mais c'est qu'on n'a rien compris dans ce pays. Les morts qu'il y a eu à l'ouest, là, chez vous, etc., vous voulez qu'on revive encore ça? Les zones sont encore là. Hein? Et toute l'Afrique de l'Ouest, ils font semblant d'être contre Laurent Gbagbo. Mais quand il s'agira d'aller voter, quand un Doumbia va dire voilà Gbagbo et voilà Ouattara, même s'il n'est pas Ouattara, le Doumbia ira voter Ouattara. C'est la même chose qui s'est passée comme en Guinée, là, où les gens peuvent critiquer Alpha Condé, faire semblant d'être Alpha Condé, mais quand ils s'en vont voter, quand c'est Célou contre Alpha, le peuple s'en va voter Célou. Le Malingué, ça va voter Alpha. Donc, si on veut mettre Laurent Gbagbo au-dessus de la Côte d'Ivoire, on n'a rien compris encore dans ce pays-là. Laurent Gbagbo être président, ça peut être une très bonne chose. On peut trouver peut-être pourquoi pas, s'il y a des gens qui veulent compromis, Laurent Gbagbo président, Thiam vice-président, et il a tout le pouvoir, c'est des choses qu'on peut toujours négocier. Mais si on veut mettre Laurent Gbagbo au-dessus, je vous l'ai dit, c'est ça. Réfléchissez-en. Vous voyez le RDA organiser des élections. Et puis c'est une passation à Laurent Gbagbo. Vous voyez ça? Sans qu'il y ait une guerre encore dans ce pays-là. C'est ce qu'on D'ailleurs, nous pensons même que la présence de Laurent Gbagbo ne fera que aggraver la situation parce qu'il y a un contentieux entre lui et le RDR et donc sa présence ne va pas apaiser les ardeurs, nous le savons. Mais le PPACI ne le voit pas de cet œil. Pour le PPACI, c'est Laurent Gbagbo, c'est le temps de prouver au monde entier que celui qui avait gagné à l'époque en lui permettant de gagner cette fois-ci et montrer au Ouattara que, écoutez, c'est notre temps de vengeance. Et je vous dis, Jacques, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ça va détruire nos chances d'enlever M. Ouattara au pouvoir. Parce que quand on arrive à ces calculs individualistes, on perd le sens du combat patriotique. Pour le moment, si ce sera, le PPACI a le droit d'agir ainsi. Parce qu'il pense qu'ils peuvent gagner. Vous comprenez? Mais ce que je demande au PPACI, ce n'est pas d'être jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, nous sommes à 6 mois. La manière dont on réfléchit à 6 mois,
Ça ne doit pas être la manière qu'on réfléchit à 4 mois ou à 3 mois ou à 2 mois. Après, quand on aura tout, avec tout ce qu'il y a, il faudrait que les gens soient capables de venir s'asseoir et de réfléchir. Qu'est-ce que la vraie contradiction ici? C'est quoi? Laurent Gbagbo forcément au pouvoir, Thiam forcément au pouvoir, ou bien Ouattara forcément au pouvoir. C'est-à-dire ce que je veux qu'il réfléchisse. Il ne faut pas qu'il nous amène encore dans l'histoire de 2010, là, ou de 2000, ou bien de 2010, où Gbagbo ou rien, où on s'en va pour mourir, pour tuer la Côte d'Ivoire, pour que Gbagbo soit au pouvoir, bien que Ouattara soit au pouvoir, ou bien Babou Bédié soit au pouvoir. Alors là, nous ne serons pas du tout d'accord. Le pays, là, on aime trop le pays, là. Nous avons trop souffert dans ce pays-là que laisser encore un individu venir encore imposer, ou bien des groupes d'individus venir imposer leur vouloir sur tout un pays. Écoutez, voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est là où elle se trouve. Vous savez pourquoi? Parce que ces leaders-là, comme disait Pasteur Aka tout à l'heure, je suis d'accord aussi avec lui, c'est que tant que ces leaders-là seront là, c'est la même dynamique, c'est la même politique qui nous a conduit là. C'est-à-dire le Gore ou le Ado ou rien, Gbagbo ou rien. Voilà, ça c'est l'extrémisme. Le vrai problème qu'on a, ce n'est pas Laurent Gbagbo, ainsi que ça. C'est Ouattara. C'est Ouattara qui est le problème de la Côte d'Ivoire en ce moment. Oui, mais est-ce que le PPAC comprend que pour que Ouattara quitte, il faut justement qu'on fasse front commun, que ce ne soit pas forcément une histoire de Gore, mais une histoire d'exemple sénégalais. C'est pourquoi je l'ai dit, pour le moment, ils ont le droit. S'ils pensent que Laurent Gbagbo peut gagner, ils ont le droit. Mais la manière dont on réfléchit à 6 mois ne doit pas être la manière quand on réfléchit à 4 mois, à 2 mois ou bien à 1 semaine. Les choses peuvent évoluer. Et ce que je souhaite, c'est qu'ils puissent au moins évoluer. Si à un moment donné, ils pensent que réellement, comment on appelle ça, M. Gbagbo ne pourra pas, et c'est Sissé Sara qui pourra, on se met derrière Sissé Sara. Mais ce que je ne veux plus entendre là, c'est le fait de dire Gbagbo ou rien là, qui nous amène jusqu'à la mort, où les parents de Gbagbo vont encore vivre, et puis ce sont les parents des innocents qui vont tuer. Où les parents de Bédié vivent, et puis ce sont des innocents qu'on tue, vous comprenez? C'est ce que nous ne voulons même plus dans ce pays-là. Sinon, chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire pour le moment. Comment on peut aller dire au PPAC réellement qu'il pense? Quand j'ai interviewé, comme on a M. Katina, mais quand tu parles, ah oui, mais il est convaincu en ça pour ça qu'ils vont gagner des élections. Donc vous ne pouvez pas dire à quelqu'un comme ça d'aller supporter une autre personne, bien d'aller le second. Non, il ne pourra pas le faire. Et il ne doit même pas le faire, même d'ailleurs. Mais ce que je veux, c'est qu'il y ait l'open-minded. C'est dire, quand on sera près de la ligne, il faudrait qu'on réfléchisse maintenant Côte d'Ivoire. Réfléchisse comme oui, mais Jacques, écoutez, vous ne pouvez pas demander une chose et son contraire, et on va permettre aux frères justement de pécher, parce que vous ne pouvez pas dire aux gens que pour l'instant, on vous permet de pouvoir baboucher, et tout quand on va arriver devant là-bas vers la ligne d'arrivée, il va falloir qu'on se mette d'accord. Mais ils ne seront pas d'accord jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas la peine même de rêver, et de croire que quand on va arriver vers la ligne d'arrivée là, hein, que ceux-là vont changer d'avis pour dire, bon, ok, de toutes les façons, laissons passer M. Tidjane Thiam. Ils ne le feront pas. Et préparez-vous, Jacques, à voir le couteau planté dans le dos de M. Tidjane Thiam si jamais le PPACI doit choisir. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est ça. Je discute avec beaucoup, je comprends. Et c'est pourquoi je dis à un moment donné là, mettons l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Couteau planté dans le dos, là, je sers ça même. Ça se dit. Sournoisement, quand vous parlez avec les gens, c'est des gens qui ne disent rien, mais il y a beaucoup qui sont beaucoup plus radicaux que les gens du RDA en ce moment-là. Il y a des gens qui m'attaquent partout, parce que voilà, tout ça, on le sait. Et c'est pourquoi je dis la clé de ce problème-là se trouve dans la main de Ouattara. Si Ouattara qui veut exclure tout le monde, lui-même il s'exclut. Dès lors qu'il s'exclut, peut-être l'exclusion de XY peut se comprendre. Mais vous tentez d'exclure tout le monde et puis lui-même aller aux élections pour aller gagner comme l'a fait devant Kagame, personne ne l'acceptera. Mais il a tenté déjà d'exclure Laurent Gbagbo, comment on appelle ça, Gbagbo, en utilisant la force justice avec comment on appelle ça, une justice à France, comment pour exclure Laurent Gbagbo. Comment tu peux
extraduire quelqu'un, je suis qui t'amène à la CPI dans ton pays. Non, c'est mécanicien. Mais c'est qui ici, c'est qu'il a réussi. Il a réussi à écarter Blake Goudé. Vous comprenez? Maintenant, il veut tenter d'écarter Thiam. C'est là que les Ivoiriens ne l'accepteront pas. Alors que s'il a réussi à écarter peut-être les deux, à la limite, il s'est dit, bon, je suis tellement âgé, comme j'avais dit dans le temps là, si Bédié, Ouattara et Gbagbo sont dans la compétition, moi, je serai toujours dans la compétition, mais puisque les deux ne sont plus dedans, même si j'ai la possibilité, j'ai le droit de me présenter, mais je ne le ferai pas pour respecter X, Y. À la limite, quelques Ivoiriens vont l'accepter. Donc voilà pourquoi je vous dis que la clé de ce problème se trouve à la main de M. Ouattara. S'il aime vraiment la Côte d'Ivoire, mais comme nous savons que c'est quelqu'un qui fait passer ses ambitions au-dessus de tout, on fait une présentation avec ce qui va se passer. Ce qui va se passer. D'accord. Merci, Jacques. Est-ce que vous avez une question pour lui? C'est chaud, oui. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions pour Jacques, je vais aller vers M. Ncho qui vient d'arriver pour lui permettre de donner son avis. Après, M. Ncho, je pourrais donner mon avis par rapport à l'intervention du commandant Jacques Seraka. D'accord. Bonsoir, M. Ncho. M. Ncho, vous êtes là? D'accord. Allez-y, Pasteur Aka, pour votre non, je commentaire. suis là, c'est ça. C'est Voilà. bon, je suis là. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux éditeurs. Et surtout les condoléances au frère Agueyi pour le décès de sa maman. Je vous ai écouté pendant plusieurs séances. Bon, on est en politique, les goûts et les couleurs sont dans la nature. Mais je pense qu'il y a une erreur qui est commise et qui est répétée, ça ne peut pas devenir une vérité. C'est par rapport à ce qu'on appelle le problème de la nationalité de Tidjane Thiam. C'est faux de penser qu'il a mal géré son problème de nationalité. Le vrai problème, c'est que le RDR comprend que toute sa stratégie basée sur l'ivoirité, la religion et le profil économique de Ouattara ne fonctionne pas avec quelqu'un qui est comme une montagne derrière la colline Ouattara. Et ils le savent, les renseignements généraux leur fournissent des informations. L'image de Thiam ne peut pas permettre à l'électorat de Ouattara de fonctionner de façon automatique comme il le faisait face à Bédié et face à Gbagbo. Or, Thiam, il est en train de consolider son emprise sur le PDCI. Voici le problème. Lorsqu'il a décidé, il a choisi d'aller au PDCI, parce qu'on a vu Thiam à l'ambassade de France, c'était sur intervention personnelle de Ouattara. On a vu les sous-traitants avoir des atalakou, des propos dithyrambiques concernant Thiam. C'était parce que Ouattara espérait avoir Thiam au RDR. C'est à ce moment-là que peut-être Thiam aurait dû renoncer à la nationalité française, mais il aurait mangé avec le diable. Il ne l'a pas fait. Donc on ne peut pas reprocher aux autres leaders politiques d'avoir à un moment ou à un autre pactisé avec Ouattara et reprocher la même chose à un leader politique qui n'a pas voulu pactiser avec Ouattara. Et dès qu'il a pris la tête du PDCI, ce que le RDR pensait utiliser, c'était les communications entre Thiam et Bédié au moment de la TNT pour le rendre inéligible. Donc, c'est faux de penser qu'il s'est libéré de son allégeance trop tard. La Constitution dit que c'est au moment du dépôt de candidature. Monsieur Ncho, je voudrais vous rappeler que ce soir, on parle de M. Gbagbo. Donc, si vous faites le point sur cette nationalité, faites-le rapidement. Oui. Et puis, voilà. Parce qu'il Il faut le laisser finir sur ça, là. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Oui, parce qu'il trouve que nous, on est en erreur. Il faut finir, M. Ncho. Son père a été naturalisé ivoirien après sa naissance. Et dans tout le narratif qu'il y a, on ne parle pas du tout de la nationalité du père, qui n'était pas ivoirien à la naissance. Donc, cela dit, on parle aussi de profil. Bon, quand on veut parler de profil de deux personnes, c'est comme si le raciste disait que les deux étaient noirs, ou bien le tribaliste
Les deux sont de la même ethnie. Ce sont des profils différents. Les impacts, les faits sont différents. Donc, il y a un qui a déjà montré qu'il avait un amour pour le pays. Il a fait des choses quand il était à la tête du net. Et il y a une chose aussi, le Sénégal, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce qui a pu se passer au Sénégal avec Sonko remplacé par Faye, ce n'est pas la même chose. Parce que le Sénégal a eu une longue tradition d'alternance pacifique. La première fois qu'il y a eu une alternance, c'était parce que le chef d'état-major de l'armée avait refusé de suivre Abdou Diouf dans sa tentative de confisquer le pouvoir face à Abdoulaye Wade. Et on a vu le Conseil constitutionnel sénégalais rappeler à Macky Sall qu'il n'était pas éligible. En Côte d'Ivoire, tout est entre les mains de Ouattara. Donc, on a une situation qui est différente et on a affaire à quelqu'un qui veut conserver le pouvoir. Donc, ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire est différent de ce qui a pu se passer au Sénégal. Maintenant, concernant M. Gbagbo, il a le droit d'être candidat parce que surtout, nous avons en Côte d'Ivoire un problème d'éligibilité, un problème d'inclusion, un problème de transparence électorale. Laissons les électeurs choisir qui va être le président. Même si c'est un chasseur d'abouti qui est élu président, il fait la majorité, tout le monde doit l'accepter. Non. Oui, ce soir, nous parlons plutôt du phénomène Laurent Gbagbo. Je sais que vous nous avez suivis, mais j'ai l'impression que vous n'adressez pas trop ce phénomène. Nous parlons du phénomène Laurent Gbagbo, sa sortie à Dabou, toute la population qui y est allée. Quel est le message, quelles sont vos impressions par rapport à cela? Est-ce qu'on peut dire que Laurent Gbagbo est revenu plus fort que jamais? Voilà un peu le sujet de ce soir. J'aimerais quand même avoir votre impression avant d'arriver à M. Il a son élection. Bon, il faut le soutenir, il faut les laisser s'exprimer, il faut leur donner le droit de s'exprimer et d'aller même s'exprimer dans les urnes. Parce que c'est un problème de droit fondamental qui s'adresse à toute la population. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce qui se passe. D'accord. Alors, permettez que, avant qu'on aille plus loin, vous allez continuer. Je voudrais quand même permettre à M. Dungan, qui n'était pas très content de ce que vous avez dit qu'ils sont dans l'erreur. M. Dungan, vous voulez corriger quelque chose avant que M. Nchou ne continue? Oui, je voudrais dire à M. Nchou que vous faites partie du think tank de M. Thiam. Quand vous parlez, vous faites très, très, très attention. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Et une petite erreur de langage, déplacement de mots, peut chambouler beaucoup de choses. Moi, je suis un xénophobe. Je n'aime pas l'étranger qui me déteste. Monsieur Tidjam Thiam n'a aucun problème de nationalité. Même si sa mère n'est pas 100% ivoirienne, mais elle a un goût de sang ivoirienne. La nationalité ivoirienne dit, dès l'instant où vous pouvez montrer que vous avez un parent ivoirien d'origine, vous êtes ivoirien d'origine. Son père est français. Il est né quand son père était français et après sa naissance, son père est devenu naturalisation ivoirien. Ça n'arrache en rien la nationalité ivoirienne de M. Tidjam Thiam. À un moment donné, il a pris la nationalité française de droit, puisque son père était français au moment où il naissait. C'est un droit pour lui. M. Tidjam Thiam n'a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Donc, il est ivoirien et il est français. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont devenus américains, mais ils sont sur la liste électorale pour aller voter.
Ils sont sur la liste électorale pour aller voter le 25 octobre. Le seul problème, c'est qu'on reproche, et c'est de droit. Et c'est ça qui a causé tout ce problème-là. Sinon, en principe, c'est un problème qui ne devait même pas avoir lieu. Le problème de renonciation de la nationalité, mais parce qu'il s'est pris un peu tard. S'il avait fait ça depuis décembre 2023, personne n'allait parler de ça. C'est tout. C'est tout ce qu'on lui reproche. On ne lui reproche pas qu'il n'est pas ivoirien. Il est ivoirien. Mais en politique, on cherche, comment dire, le pouls bien dans les cheveux de son adversaire. C'est ça le problème. Sinon, nous, on s'en fout. C'est le RDR qui veut prendre ça, et je l'ai toujours dit ici, le RDR utilise ce débat-là avec une certaine Valérie Yapo pour cacher les réalités de comment s'appelle, de monsieur, comment s'appelle, de la mauvaise gouvernance de monsieur Draman Ouattara. C'est tout. Et il ne faut pas banaliser ça. Tout que ça fait combien de temps? Tout le mois de février, on a passé à parler de la nationalité française de M. Tidjane Thiam. Tout le mois de mars, on a passé ce mois à passer de la... C'est en février qu'un certain Daouda et un certain là, Arthur Banga est venu dire que je vous dis, comment ça s'appelle, M. Thiam n'est pas ivoirien. Tout le mois de février, tout le mois de mars, on est en avril, c'est en train de finir. Et on parle toujours du même problème. Et tu viens nous dire que c'est un faux débat. Ce n'est pas un faux débat. Puisque c'est en train de cristalliser le débat, monopoliser le débat en Côte d'Ivoire pour une simple petite erreur qui ne s'est pas prise vite. C'est tout. C'est ce qu'on lui reproche. Moi, je ne peux pas reprocher. Personne ne peut me reprocher d'avoir la nationalité de mon père. Donc, il faut faire très attention. Vous êtes think tank. On vous aime, on aime monsieur, comment on s'appelle, Thiam, on n'est pas contre lui. Hein. Il y a des petites erreurs qu'il faut éviter en politique. Merci. Merci. Pasteur Aka, et puis je retourne vers M. Ncho. Bon, moi, rapidement, hein, moi, je n'ai pas de problème avec la nationalité de M. Thiam, hein, parce que, vous savez, sur le plan constitutionnel, même à 2 ou 3 jours, à un mois de la déposer, le dépôt de candidature, une fois qu'il pouvait renoncer à la nationalité française, tout le monde sait qu'il est ivoirien. Mais comme je l'ai dit, dans le même ordre que M. Kossi Digan, c'est parce que il a fait de ce problème, ça a été mal géré, ça il faut le dire, ça a été très mal géré. Donc, non, mais bon, Dieu merci, on n'est plus à ce niveau-là. Mais ce que je voulais dire, le commentaire qu'a fait le commandant Jacques, c'est vrai, c'est un bon commentaire, mais il faut que nous comprenions une chose. C'est-à-dire que moi, mon analyse aujourd'hui, que ce soit par rapport au président Gbagbo ou au président Thiam, c'est par rapport au système mondial, au système de fonctionnement des tendances que nous voyons aujourd'hui. Dans la forme des choses, le président Ouattara n'a pas peur du président Gbagbo. Ça, il faut le reconnaître. Le président Ouattara se méfie plus du président Thiam, de M. Thiam, à cause de son profil. C'est pour ça que je parle du profil. Le président Gbagbo, c'est quoi vous appelez le profil? Profil, c'est quoi? Quand j'appelle le profil, je veux parler du système dans lequel il fonctionne sur le plan international. Or, nous sommes aujourd'hui dans une tendance africaniste. Vous voyez. Donc, il y a cette réserve-là pour nous autres là. Pour nous autres là. Mais sinon, sur le plan de la confrontation, le président Thiam est un adversaire inquiétant pour le président Ouattara. À cause de son profil, c'est dans ce sens-là que je m'exprime, à cause de l'international. Mais sur le plan nationaliste, il pose un problème pour nous par rapport à son profil en tant qu'Ivoirien. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on analyse toute cette fête-là, aujourd'hui,
l'agissement du président Ouattara n'est pas forcément dépendant de lui. La Côte d'Ivoire dans la sous-région est une stratégie très influente par rapport à l'ordre mondial, par rapport à l'Occident et par rapport à sa position sur le plan de l'Afrique, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un hasard que l'Amérique ait construit la plus grande ambassade des États-Unis au niveau à Abidjan. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que la France détient près de 90% de nos entreprises. Ce n'est pas un hasard. Donc, aujourd'hui, l'Occident se dit, si nous laissons le président Gbagbo revenir au pouvoir, comme on le dit, your mind, à cause de l'expérience et de ce qu'il a vécu, c'est pas bon pour eux. Donc, faisons en sorte que ce monsieur-là ne revienne pas au pouvoir. Mais le PPAC dit quoi? On nous a enlevé injustement au pouvoir, nous allons nous battre pour reprendre notre pouvoir. Donc, il y a un conflit qui est là, ça, ce qui veut dire que le pays ne sera jamais en paix. Parce que ça, c'est encore une bataille qui s'engage. Mais c'est les Ivoiriens qui sont souverains qui doivent décider. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Le président Ouattara doit mettre son ego de côté. Parce que, moi, je le dis, sur le plan constitutionnel, ni lui, ni Gbagbo ne peut être candidat. Parce que... D'accord, pasteur, attends, finissez votre point. Mais parce que monsieur, voilà. la parole. Je vais lui donner le complément Voilà. de s'exprimer. OK. Merci. Donc rapidement, pour dire que si le président Ouattara veut être candidat, il sera obligé de mettre le président Gbagbo être candidat. Et comme il va s'exclure de la candidature, il ne mettra pas le président Gbagbo. Donc il faut ouvrir le jeu politique avec une nouvelle équipe, des nouvelles tendances, et puis changer la commission électorale et laisser le peuple, à travers les programmes de gouvernement, choisir. C'est ce qui doit se faire normalement. Mais s'il ne met pas son ego de côté, qu'il regarde sa propre personne, comme M. Jacques l'a dit, la personne aujourd'hui, dans l'atmosphère auquel nous sommes là, qui peut confronter le président Ouattara, ni peur, ni hésitation, c'est le président Thiam. Ils sont dans le même système. Merci. Monsieur Ncho, allez-y. Oui, juste une petite précision. Toutes les affaires qui ont cours actuellement, c'est par rapport à la date à laquelle le président Thiam a été élu président du PDCI, le 23 décembre 2023. Et cette date-là, c'est en rapport avec le décès du président Bédi, que personne n'avait pu prévoir. Le plan qui était en place, c'était que le président Bédi reste président du PDCI et que Thiam soit candidat à la convention pour 2025, ainsi que d'autres personnes. Et Thiam devait intégrer un groupe de gestion du PDCI afin de se familiariser avec l'appareil du parti en vue de sa candidature. Donc, les choses ont été précipitées et on ne peut pas prévoir. Donc, à quel moment se débarrasser de l'allégeance et surtout qu'on est à l'international, bon, il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Et qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Les goûts et les couleurs. Aujourd'hui, le PDCI est revigoré et surtout, le PDCI est devenu sexy parce qu'il attire beaucoup de gens. C'est le parti en 2024 qui a attiré le plus d'adhérents du fait de la présence du président Thiam, quels que soient les problèmes de nationalité. Et le président Gbagbo sera certainement candidat parce que je ne vois pas comment est-ce que cette condamnation qui le frappe pendant que le même pouvoir l'avait envoyé devant les juridictions internationales peut tenir la route. C'est un délit de justice qui concerne tout le monde, toutes les personnes éprises de justice. Et il est préférable que tout le monde aille à l'élection et que ce soit transparent et qu'on félicite le vainqueur. Donc, voici la précision qu'il y avait. Et contrairement donc sur ce qui est dit, c'est parce que Thiam a refusé de rejoindre Ouattara.
Et quelle que soit la raison, ils trouveront toujours quelque chose pour lui chercher des poux dans les cheveux. Oui, tout ça, ça. Alors, voilà ce qu'on va faire. Hein. Je pense que nous allons vers la fin de notre débat de ce soir. Ce que je voulais rapidement dire avant de faire le tour de la table. Il y a M. Adjei qui n'a pas parlé depuis qu'on a commencé, après sa première intervention. Ce que je voulais dire, c'est que le problème, Jacques, c'est que l'ennemi est entré en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait une fissure. Quand le mur est lézardé, tous les margouillards, les cafards et tout ce que vous pouvez imaginer passent. Et c'est cette même mentalité de l'Ivoirien qui continue encore aujourd'hui. Voilà pourquoi Ouattara peut encore se permettre de ne même pas dire s'il est candidat ou pas. Parce que croyez-moi, s'il était dans un pays comme le Burkina, comme le Mali, comme la Guinée, mais Ouattara, ou bien même au Cameroun, Ouattara n'allait pas pouvoir jouer à ce jeu-là. Parce que les Ivoiriens n'ont jamais appris à marcher d'un même pas. Qu'est-ce qui a fait prospérer Ouattara en Côte d'Ivoire quand il est rentré dans les milieux politiques? C'est ça, la corruption de la mentalité de l'Ivoirien. On lui donne une enveloppe, il est prêt à désavouer son frère. Voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Et Ouattara le fait. Il va les acheter tous un à un. Regardez M. Afim Guessan. Regardez M. Kakabe. Même au milieu de M. Laurent Gbagbo, il y avait déjà des traites à cette époque-là. Qu'est-ce qui nous dit que ça se passait encore, il n'y a pas de traites? Donc, les Ivoiriens ne vont pas s'asseoir pour dire quelles sont nos forces, avec qui allons-nous battre M. Ouattara. Ils vont plutôt chacun se cantonner sur le fait que chacun veut manger le gâteau, lui seul. Et puis partir en rang dispersé. Et c'est là où se trouve le grand problème, vraiment le grand problème de la Côte d'Ivoire. Parce que nous parlons de patriotisme, mais croyez-moi, ceux qui sont sur place, eux, ils ne parlent pas de patriotisme, ils parlent plutôt de leur estomac. Regardez comment il n'y a pas longtemps le PPACI demandait des postes à la CEI. Il a fallu que les gens sortent aussi, eux, dans les médias pour qu'ils se retirent et que maintenant Gbagbo vienne dire je ne suis pas de la CPI. À seulement 5 ou 6 mois de des élections, 7 mois, 8 mois. Mais Gbagbo Laurent aurait pu sortir depuis qu'il est rentré au pays. Mais ce sont ces calculs mesquins que nos politiciens font, qui font que nous ne partons nulle part. Parce qu'ils sont tous corrompus dans la tête. Quand je parle de corruption, mais c'est la corruption morale, psychologique. Et c'est profond à l'intérieur de l'Ivoirien. Ils font des calculs mesquins. On espère qu'ils vont pouvoir se réunir. Alors, je vais faire le tour, M. Dougan, je vous donne l'occasion de parler et puis on va faire le tour. Merci. Oui, très rapidement. Oui, c'est ça. En tout cas, je remercie le frère Rochaud. Monsieur, commandant Jacques, je vais vous rassurer. Ne vous inquiétez pas. Après 2025, là, Dramane sera plus président en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara sera plus président en Côte d'Ivoire après 2025, octobre 2025. Octobre 2025, Dramane ne sera plus président. Parce qu'aujourd'hui, là, le frère Pasteur Akabim fait une analyse très critique. Aujourd'hui, Dramane Ouattara a en face de lui, contre lui, ceux qui l'ont mis au pouvoir. Et ceux qui l'ont mis au pouvoir ont trouvé un candidat. C'est tout. Donc, tout ce que Dramane Ouattara est en train de faire, c'est de faire de la surenchère. On crée des faux débats sur la nationalité, mais Dramane Ouattara ne peut pas éliminer M. Tidiane Thiam sur une question de nationalité. Jamais. Lui-même, Dramane Ouattara, là, ceux qui l'ont mis au pouvoir ne veulent plus d'aujourd'hui. Et s'il persiste à vouloir être candidat, il va se retrouver dans la tombe. C'est tout simple. Ou bien ça va à la CPI. Donc, rassurez-vous. Deuxièmement, même si la communauté, ceux qui l'ont mis au pouvoir veulent qu'ils remplissent encore, qu'ils soient encore au pouvoir, mais je vais vous dire une chose. L'opposition, PPA, quand on parle aujourd'hui d'opposition, c'est PPACI d'un côté, le PDCI, CAP avec tout son groupe de l'autre côté. Les deux là, ils ne vont pas se séparer. Je vous dis sur place ici.
Moi, je ne suis pas au PDCI. Monsieur Uncho vient de dire une chose importante que j'ai dit ici. Si Bédié était encore vivant, Thiam ne serait pas président, il va être le candidat, je dis ici. Alors, tout ça, c'est scellé. Si monsieur Dramane est candidat, Gbagbo sera candidat, Thiam sera candidat, le PPACI et le PDCI, on se mettra ensemble au premier tour. Il n'y aura même pas deuxième tour. On va écraser Dramane Ouattara sur le champ. Aujourd'hui, chacun bat son tam-tam et danse sa musique. Mais pour l'intérieur supérieur de la nation, il sera très difficile. La communauté internationale qui s'implique, l'ONU qui s'implique aujourd'hui pour laisser le pouvoir à Laurent Gbagbo, sera très difficile. C'est comme tout ce qu'ils ont fait pendant 30 ans est zéro pour Dramane Ouattara. Ça tombe à l'eau. Donc, tranquillisez-vous, pour le moment, on fait chacun sa campagne, chacun ratisse le plus long, mais je vous dis, on sera unis contre Dramane Ouattara s'il est candidat aux choses. Dramane Ouattara ne sera pas candidat. Maintenant, la question que je vous pose, il y aura 2 candidats, Laurent Gbagbo et Thiam. Et la compétition va se jouer entre les 2. Mais Thiam est toujours bien parti parce qu'il a les maîtres de Dramane Ouattara derrière lui. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent en bas. Schwab, le président de WEF, il avait annoncé sa démission, maintenant il va démissionner. Mais qui était supposé être le président du World Economic Forum? Je vous remercie. À demain avec Au cœur de la politique. Merci, M. Dunga. Oui, allez-y, M. Adjei. Merci, Sister Sarah. Merci pour cette émission. Alors, vraiment, si Laurent Gbagbo savait que Dramane Ouattara venait pour s'éterniser au pouvoir, il n'aurait jamais accepté de prendre l'article 48 pour faire de lui un candidat. Nous lui avons reproché cela. Moi, personnellement, je continue de lui reprocher cela, mais dans sa volonté de recherche de la paix, il a dû prendre ses risques et aujourd'hui, voici les retombées. Ouattara Dramane a démontré, avec tous ces apatrides dont il se fait entourer, qu'eux, ils veulent construire, ils veulent un État où on ne respecte pas les lois, où on ne respecte pas la Constitution. Par contre, nous voulons construire un État de droit où la loi, la Constitution est respectée. Et c'est ça la différence entre eux et nous. Normalement, ils se disent des intellectuels, des avocats, des juristes, ils parlent de respect de la loi, mais quand il s'agit de respecter la Constitution, ils divaguent. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour la politique, on doit mourir. Mais pourquoi? Ce n'est pas normal. Alors, Dramane Ouattara, lui-même, il a le dos au mur. Il a le dos au mur parce que nous, au PPACI, on ne va pas accepter l'injustice. Ils ont fait subir à Laurent Gbagbo des procès fallacieux pour lui coller des délits, des choses qu'il n'a pas commises. Nous ne pouvons pas accepter parce que nous savons que le RHDP et le RDN n'avaient jamais accepté ça. Donc nous n'avons pas accepté. Nous sommes sur notre position. Le retrait de nos représentants au niveau de la CEI. Toubari Kibier doit démissionner. On doit refaire une nouvelle CEI, une nouvelle commission électorale pour aller aux élections. Et donc, Ouattara a le dos au mur. Nous allons maintenir cette position jusqu'à la fin. Ouattara lui-même, il sait qu'il est inéligible. Un 4e mandat dans notre pays ne marche pas. Le 3e mandat a coûté la coupure de tête et de nouveaux ballons pour faire la CAN. Ça ne doit plus se passer en Côte d'Ivoire. Nous faisons la politique, mais pas pour tuer les gens, mais nous voulons faire la politique pour les gens, pour que les gens se sentent libres. Mais avec Dramane Ouattara, si nous savions, Laurent Gbagbo nous aurait écoutés et il aurait pris certaines décisions. Bref,
nous sommes déjà dans la merde, mais nous allons tenir jusqu'au bout. Ouattara lui-même, je sais que... En tout cas, vous êtes déjà dans la merde. Voilà. Merci et à la prochaine. Merci, M. Adjaï. Alors, M. Ncho? Oui, rapidement pour dire que nous sommes tous Ivoiriens, on voit les choses différentes. L'essentiel, c'est qu'on arrive à avoir des élections inclusives et transparentes pour une fois, et que, comme au Ghana, le futur président aille prendre conseil ou bien aille rendre visite à son prédécesseur, et que cela soit le début d'une chaîne de pratiques qui suppose que, bon, les élections se passent clairement, simplement, et qu'il n'y ait pas de mort d'homme, et que les gens ne soient pas angoissés à l'approche du mois d'octobre tous les 5 ans. Que chacun supporte son candidat et que les plus nombreux l'emportent. Donc voilà mon mot de la fin, Sister Sarah. Merci, M. Ncho. Voilà, je vais aller vers Pasteur. Oui, je prie chaque jour que la justice de Dieu puisse intervenir dans cette élection, que tous les acteurs politiques qui ont participé à la crise post-électorale, si la justice de Dieu peut tous les écouter, et tous, afin que le jeu politique soit ouvert à une nouvelle équipe, à de nouvelles personnes, quels que soient les enjeux internes comme externes, pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. Parce que de tous ces acteurs aujourd'hui qui manifestent le besoin d'être candidats là, aucun d'entre eux ne peut nous garantir cette paix et cette tranquillité dont les Ivoiriens en cherchent. C'est pour cela que j'interpelle la puissance divine. Il faut les écarter tous. Il y a encore du temps pour les écarter. Et les Ivoiriens, tout genre, tout bord, qui n'ont rien à voir avec ceux qui ont vécu la crise post-électorale de 2011-2010, ils vont se présenter avec leur programme de gouvernement, avec une commission électorale purifiée, et la population va choisir librement son président en fonction de ce qui va être présenté comme programme. Vraiment que Dieu ait pitié de nous. Parce qu'on est fatigué. Trop, c'est trop. Maintenant, on ne sait même plus quelle prière on va faire. Il faut que Dieu intervienne. Parce qu'aucun de ces acteurs politiques de la crise post-électorale peut nous garantir la paix. Aucun. Donc, il faut un changement dans la longueur, dans la largeur et dans la profondeur. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini, Maman Sarah. Ok, pasteur, merci beaucoup. Oui, je voudrais permettre à Jacques, si Jacques veut faire donner un mot de la fin. Jacques, vous voulez dire quelque chose avant qu'on se sépare? Non, je pense que j'ai pratiquement tout dit. Voilà, merci beaucoup, c'était une très bonne émission. Merci Jacques. Merci à vous tous, à nos chers panélistes, et merci aux auditeurs. On se retrouve mercredi, par la grâce de Dieu, bien sûr. Au revoir. Et demain mardi, il faut toujours rappeler. Conference recording started. Demain mardi. Au cœur de la politique.